des recommandations des Assises nationales de la refondation en cours de concrétisation. Il s'agit du pacte social et de croissance ainsi que son plan d'action. Le ministère en charge du travail et du dialogue social ouvre la réflexion sur le sujet. Il vient d'initier une rencontre d'échange avec ses partenaires sociaux. À 100, plus de 1300 ménages ont été victimes d'inondations en 2022. Pour réduire la vulnérabilité des habitants en cette période d'hivernage, le comité régional de gestion des risques et catastrophes met en œuvre des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde. Drissa Kone nous donne plus de précisions dans cette édition. Focus Santé s'intéresse ce soir au cholestérol, cette graisse tout à fait naturelle et indispensable à notre organisme. Ce qui est nécessaire à savoir, c'est qu'il y en a deux types, le bon et le mauvais. Le second peut être source de maladies cardiovasculaires. On en saura davantage avec Baraki Sawatara en fin d'édition. Bienvenue aux informations sur RTM1. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a rencontré aujourd'hui les membres de la Commission Jeunesse et Sport du Conseil national de transition. Les échanges ont porté sur les 3 axes de travail mis en place par le département, le vote au niveau de la Fédération malienne de football et la situation du Conseil national de la jeunesse. Pour plus de précisions, écoutons le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdul Kassim Ibrahim Fomba. Il est au micro de Bemba Sibi. Nous avons parlé des 3 axes du département, vous savez, l'axe Faso Barane Dioro, le village des opportunités et puis le sport citoyen. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui sont engagées à l'intérieur. Comme j'ai expliqué à la commission, je fais des sorties hebdomadaires pour rencontrer les jeunes dans les quartiers, des fois dans les grains. Et il y a beaucoup d'informations que nous avons pu recueillir et nous avons eu à partager également certaines des informations pour voir comment au mieux on peut mettre la jeunesse au devant de la chose. Parce que vous savez, vous avez vu le récent recensement, la jeunesse c'est près de 70% de la population. Donc aujourd'hui, tout ce que vous allez entreprendre, si vous n'impliquez pas la jeunesse, c'est que vous êtes en train de passer à côté. Donc nous avons besoin de la jeunesse et nous avons besoin que les acteurs qui travaillent dans ce domaine-là se donnent la main pour avancer ensemble. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce que nous avons fait. Et tout ce qui est d'actualité, nous avons discuté de cela. Nous avons discuté de la fêtière, nous avons discuté de la FEMAFOOD. Ce sont les élections qui sont en cours. Donc vraiment, la commission, il n'y a pas eu de langue de bois. Vous savez, les honorables n'ont jamais de langue de bois. Donc ils ont posé toutes les questions qu'il fallait poser. Je pense que nous avons eu à beaucoup nous étaler là-dessus. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que le processus, nous sommes très bien compris là-dessus. Et c'est pour l'intérêt de la jeunesse. C'est pour cela que pour nous, il est important de suivre les textes. Et lorsque nous sommes au CNT ici, c'est aussi les textes qui régissent ça. Donc aujourd'hui, tout le monde est un peu d'accord que le processus doit se baser sur quelque chose de légal. Et dans ce cadre-là, nous avons énormément discuté des pistes de sortie. La réflexion est lancée autour du pacte social et de croissance ainsi que son plan d'action sous la houlette du département du travail, de la fonction publique et du dialogue social en partenariat avec ses partenaires sociaux. L'atelier qui aborde le sujet a été lancé ce matin au CICB. Le pacte social qui est en passe d'être validé est l'une des recommandations des Assises nationales de la refondation. L'objectif est de contribuer à l'instauration et la consolidation d'un climat social apaisé et propice à l'émergence économique. Fousseni Tunkara. Cadre de réflexion de 3 jours pour mettre au vert le pacte social et de croissance et son plan d'action. Au nom des syndicats de travailleurs du Mali, le secrétaire général de l'UNTM, Yacouba Katili, a été le premier à intervenir, suivi du représentant du secteur privé, Moussadek Bali, du patronat. Ils ont tous souligné leur intérêt à soutenir le processus de validation du pacte social et son plan d'action. Le pacte dont nous parlons ce matin est une évolution tranquille vers le syndicalisme, outil de progrès social, de bien-être social en général, de développement. Sous cet angle, le pacte apparaît comme un instrument politique de construction de la paix, de l'attente, de la stabilité des relations qui apportent à tous la sérénité. Les acteurs du secteur privé que nous sommes demeurons convaincus que la paix sociale est indispensable au commerce et à l'industrie, et qu'une prospérité économique équitablement partagée est un puissant facteur d'apaisement durable des relations dans le monde du travail. Cet intérêt qu'accordent les partenaires sociaux de l'État au pacte social est aussi perceptible au niveau du gouvernement. Il y a moins d'1 an que s'est tenue ici même la conférence sociale dans le domaine du travail.
L'élaboration d'un pacte social était l'une des recommandations phares sur les 139 recommandations retenues. Cette conférence sociale a été l'occasion pour les différents acteurs d'asseoir les bases d'un dialogue social revitalisé, tout en faisant le diagnostic des causes réelles de la détérioration du climat social, afin d'adopter des réformes idoines en faveur d'un développement socio-économique durable. Le ministre Coulibaly a aussi survolé l'effort du gouvernement de la transition pour apaiser le climat social. En vue d'améliorer les conditions de vie des travailleurs, le gouvernement de transition a consenti d'énormes efforts, dont l'uniformisation des grilles salariales des fonctionnaires civils et militaires, ainsi que le relèvement du point d'indice à 1382 points. Dans le secteur privé, des efforts similaires ont été fournis par les entreprises à travers la révision de certaines conventions collectives de branche. Pour renforcer les dispositifs de prévention et de gestion des conflits, le gouvernement vient d'adopter il y a juste une semaine le décret instituant le Conseil national du dialogue social. La voie est ainsi ouverte pour valider le pacte social et son plan d'action. Le document final contribuera à l'instauration et à la consolidation d'un climat social apaisé et propice à l'émergence économique. La ministre de la Santé et du Développement social a rencontré les organisations humanitaires qui apportent assistance et soutien aux déplacés maliens à raison de la crise sécuritaire. Au cours du cadre de concertation et de réflexion, la ministre leur a fait part des nouvelles orientations des autorités de la transition pour faire face à la situation. Le point avec Ali Djoumatina. Les différents acteurs et partenaires œuvrant au Mali dans le domaine humanitaire échangent avec le ministre en charge du développement social. Le cadre de concertation qui vise à évaluer la situation des déplacés suite à la crise sécuritaire s'inscrit dans la dynamique de recherche de solutions et d'assistance de l'État et ses partenaires, car au regard des statistiques, la situation est toujours préoccupante. À ce jour, on a 375 539 personnes déplacées internes, 204 387 personnes réfugiées au Burkina Faso, au Niger et en Mauritanie. 85 146 rapatriés volontaires, 776 315 personnes retournées dans leur localité depuis la crise de 2012. Les derniers événements du Nord, au centre, dans la région de Ségou, ont également occasionné des déplacements des populations. À cela s'ajoutent les personnes affectées par les inondations au cours de l'année. Depuis les premières heures de la crise dans notre pays, les organisations humanitaires en général et OCHA en particulier n'ont ménagé aucun effort pour accompagner les déplacés et les réfugiés. Et c'est avec enthousiasme qu'elles comptent poursuivre leur appui. Nous sommes 188 organisations affiliées à le plan d'urgence, le plan de réponse humanitaire ici au Mali. Cette année, on a ciblé 5 700 000 personnes en besoin. Donc, la meilleure façon de mobiliser les ressources et utiliser les ressources d'une manière efficace et qui répondrait également aux besoins, c'est à travers les mécanismes de coordination. Les efforts doivent être axés sur une priorisation des actions dans le cadre de la poursuite de l'assistance humanitaire d'urgence dans le domaine de la sécurité alimentaire, de l'accès à l'éducation et à la santé, et à la protection des droits conformément aux droits humanitaires internationaux. Cette rencontre d'échange, selon les participants, permet de mesurer le chemin parcouru, identifier les actions prioritaires, puis coordonner les différentes interventions sur le terrain pouvant permettre de répondre aux besoins fondamentaux des groupes cibles. L'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali, APCMM, et l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, APCAM, sont les plus grands employeurs de la main-d'œuvre au Mali. Les deux services ont reçu la visite du ministre en charge de l'emploi et de la formation professionnelle. Avec eux, il était question de création d'emplois des jeunes et de promotion de l'entrepreneuriat. Reportage Mamadou Fani.
Cette visite du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle à l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali APCM s'inscrit dans le cadre d'une prise de contact avec le secteur pourvoyeur d'emploi. À l'APCM, le président de la fêtière a partagé avec le ministre les différentes préoccupations auxquelles le secteur fait face. Parmi celles-ci, on note la formation continue, le foncier, le financement et l'accès à la commande publique. Nous espérons beaucoup sur cette visite. Depuis très longtemps, nous sommes en train de nous battre pour avoir des équipements pour ce centre. Lors des échanges tout de suite, il y a eu des pistes qui sont sorties pour que nous soyons accompagnés pour accéder à ces équipements. Autre secteur qui occupe la grande majorité des Maliens, c'est bien le domaine de l'agriculture. La visite du ministre à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali a permis de constater une convergence de vues entre l'APCAM et le ministre. Ce que nous attendons du ministère de l'Emploi, et je pense que nous allons changer beaucoup de choses par rapport à la formation de tous ces jeunes qu'on peut former dans l'agriculture, l'élevage, la pêche et la pisciculture, et orienter vraiment notre formation vers ça, des jeunes qui seront formés et qui seront libérés pour qu'ils aillent directement pratiquer un emploi et surtout qu'ils deviennent des entrepreneurs agricoles. Il s'agissait surtout de rencontrer les organisations, les fêtières qui sont chargées de l'animation du secteur privé. Au niveau de l'APCMM, nous avons des problématiques qui sont liées d'abord à la question du financement. Donc des artisans. C'est une question qui n'est pas seulement propre à l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali, mais qui est propre à toutes les entreprises au Mali. Face à ces problématiques-là, le gouvernement est à pied d'œuvre à travers ma personne, mais aussi sous le leadership des plus hautes autorités pour relever ensemble ces défis. Alors la seconde visite, qui était celle de l'APCAM, nous avons eu une convergence de vues sur un certain nombre de questions liées au monde rural. Le ministre, à l'issue de cette visite, s'engage à accompagner l'APCM et l'APCAM pour susciter l'emploi et favoriser l'entrepreneuriat. Nous sommes en hivernage et dans la région du Saint, le premier risque naturel est l'inondation. Plus de 1300 ménages ont été touchés par ce phénomène en 2022. Pour réduire la vulnérabilité des personnes et des biens, des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde sont adoptées par le comité régional de gestion des risques et catastrophes. La mise en action de cette batterie d'actions a commencé et va se poursuivre au-delà de la saison des pluies. Le RTM 100 s'est intéressé à la question. C'est le dossier de la rédaction. Il est signé Drissa Kone, Seydou Kamena. Suivons. Chaque année, la région des Saints est victime des conséquences des aléas climatiques. Pendant la saison des pluies, de nombreuses localités font l'objet d'inondations. Après l'inondation de l'année 2022, on a dénombré 9 communes qui ont été touchées par les inondations, et 5 à 100 et 4 à Tomia. Le nombre total des ménages sinistrés était à 1330, dont 9578 personnes sinistrées dans la région. Dans les cercles de Saint et Tominia, entre le 1er mai et le 10 août dernier, il est tombé respectivement 308 et 432 mm de pluie en 2023 contre 453 et 462 mm l'année dernière. Pour prévenir les risques liés aux catastrophes, le comité régional de gestion des risques et catastrophes vient de valider son plan de contingence annuel élaboré en 4 volets. La sécurité, l'inondation, la sécheresse et les accidents de la circulation. C'est des préparatifs, c'est des préventions et la prévision. Il y a la protection civile, il y a le développement social, il y a la promotion des femmes et des familles, il y a la mairie, il y a la préfecture, et les ONG partenaires. Donc l'ensemble de ces acteurs-là s'est réunis autour de ces documents, et le préparer et éventuellement le mettre à la disposition du gouvernement. Au cas s'il y a des actions comme ça, on intervient rapidement sans beaucoup de tracasseries. En cas de catastrophe, ce plan de contingence est activé par le gouverneur qui en assure la présidence. Chaque acteur dans son domaine est aussitôt alerté. Avec la régionalisation, les choses n'étaient pas très claires encore, Donc, ils avaient prévu de nous donner des choses qui sont restées à Ségou. Il y avait l'urgence était là.
Maintenant, à la suite de ça, on a fait un écrit adressé à nos partenaires à travers la DNDS, notre direction nationale, qui nous a appuyés auprès des partenaires pour que, dorénavant, les stocks d'urgence soient au niveau de ça, à proximité. Donc, chaque fois qu'il y a des demandes qui sont là, rapidement, on peut joindre les cibles. Dans notre plan de réponse, on a les abris, maintenant que nous offrons aux personnes sinistrées. Il y a un appui en vif et en non-vif à travers le cash non conditionnel que nous faisons à travers le projet. Et il y a également des abris transitoires ou des abris d'urgence. Et il y a des activités de relèvement, notamment la réhabilitation des maisons après le choc. Et il y a tous les accompagnements. Dans la même dynamique, l'exécutif régional a enclenché une campagne de sensibilisation auprès des populations des localités à fort risque d'inondation. Sienso, situé à 5 km de la ville de San, a constitué la première étape. Le comité a mis en œuvre un certain nombre d'activités qui permettent de sauver le peu de biens et même des vies humaines. Ce qui fait ce matin qu'on a fait le déplacement, n'est-ce pas, et au niveau de la population, pour les sensibiliser, à prendre des précautions, les sensibiliser, si possible même à déguerpir le lieu. En plus de la sensibilisation, des réalisations de caniveaux pour le drainage d'eau de ruissellement sont en cours à Sienso. Chaque année, c'est à cause des inondations dans les quartiers, ça inonde la route. C'est dans ce cadre que dans les travaux pluriannuels, nous avons prévu des caniveaux et des collecteurs pour assainir non seulement la route et aussi la ville. À travers ces actions menées, les populations se sentent de plus en plus au cœur de l'action gouvernementale. Nous sommes très fiers et nous saluons leur visite. Vraiment, cela démontre que les autorités pensent à nous et ils sont auprès de nous. Chaque année, Sienso a des problèmes. Alors, il y a inondation. Finalement, les gouverneurs se déplacent, les préfets et les ONG. Ça, c'est chaque année. Et nous souhaitons qu'avec ces travaux-là, alors ça va désengorger maintenant, bien, même lutter contre l'inondation de Sienso. Au-delà des efforts engrangés par l'État et ses partenaires, un changement de comportement est plus que jamais nécessaire. Ne pas construire dans les lits du fleuve, ne pas obstruer les passages habituels de l'eau, déguerpir tous les habitats à risque pendant l'hivernage, car l'eau dans sa furia détruit tout sur son passage. Nous restons à l'intérieur du pays où, en troisième région, les acteurs socio-sanitaires de Kadiolo prennent connaissance du contenu du guide de référence de la redevabilité, un document destiné à renforcer la transparence et la responsabilité au sein du système de santé. C'est à la faveur d'un atelier d'information et d'orientation organisé par le district sanitaire de Kadiolo et ses partenaires Keneya Sinsinwale et Keneya Nyeta. Compte rendu Moussokoro Sereme Daouda Konati. L'opérationnalisation du comité de gestion de la Caisse de solidarité de la référence aux évacuations, la disponibilité des céréales pour les démonstrations nutritionnelles et la mobilisation des fonds transférés de l'État aux collectivités. 3 principales recommandations sur 8 qui ressortent de cette session d'orientation des équipes de district et des aires de santé du Kadiolo sur les guides de référence de la redevabilité. Vu le niveau des engagements pris, alors nous sommes confiants quant à l'avenir, en tout cas quant à la suite de cette approche dans les districts. C'est vraiment une opportunité que nous comptons saisir pour booster vraiment nos indicateurs. Cet exercice vient donc renforcer la politique de l'État malien en matière d'amélioration de la réforme du système de santé. L'approche est mise en œuvre par l'USAID Keneya Sinsinwale dans 4 districts pilotes de la région du Sikasso, dont Kadiolo et ses 26 aires de santé. Nous savions que la redevabilité dans sa structuration est un aspect très très sensible qui touche le comportement de l'individu et du professionnel. Et nous pensons que si chacun à des moments précis se pose la question, est-ce que j'ai fait ce que je devais faire, comme ça a été recommandé? Tout cela ne vise qu'un seul objectif, permettre aux différents acteurs de s'approprier de l'approche de redevabilité dans le but d'améliorer la santé de nos populations et corriger les insuffisances pour les perspectives d'amélioration à l'avenir.
La rencontre d'information et d'orientation sur les guides de la redevabilité a aussi planché sur le conseil de gestion du district sanitaire de Kajolo. Les acteurs socio-sanitaires ont pu apprécier les présentations relatives à l'état de mise en œuvre de la décentralisation, la revue semestrielle du plan opérationnel et le plan de travail 2024. La troisième session du cadre de concertation du programme de développement d'urgence à PDU s'est tenue à Gao. La rencontre vise à renforcer la communication avec les autorités régionales et municipales, cela en vue d'améliorer la collaboration entre les acteurs de mise en œuvre du programme et les services techniques de l'État au profit des bénéficiaires. Compte rendu Sambare Aïdara. Mettre au même niveau d'information tous les acteurs de mise en œuvre du programme, c'est l'objectif de la tenue de cette troisième session du cadre de concertation du programme de développement d'urgence PDI, organisée par la cellule de coordination interconsortia, pilotée par Humanité et Inclusion. Il s'agit de poursuivre les activités sans difficulté afin d'atteindre les résultats escomptés. Nous avons initié cette démarche de concertation pour participer à deux objectifs essentiels, rendre compte et travailler à avoir des orientations stratégiques de l'ensemble des parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre du programme de développement d'urgence. Il s'agit des consortia, des ONG qui font la mise en œuvre opérationnelle du projet, des représentants des élus des communes d'intervention, des représentants des services techniques déconcentrés de l'État et des autorités régionales. Le contexte sécuritaire précaire n'a pas empêché d'engranger des résultats satisfaisants. C'est pourquoi les bénéficiaires du projet invitent les acteurs à ne pas baisser les bras. Je souhaite surtout le retour de la paix dans ce pays-là et afin que les programmes soient tous appliqués de façon correcte à tous les niveaux. La région de Gao ne ménagera aucun effort pour accompagner votre exercice de concertation, de partage d'expériences et d'approches qui contribuent sans nul doute à l'atteinte des objectifs du programme à hauteur de soi. Le programme de développement d'urgence PDI est financé par l'Union européenne pour une durée de 24 mois. Il est exécuté par un consortium de plusieurs organisations dans les communes des zones frontalières. L'équipe régionale d'appui à la réconciliation et l'aide de l'Église norvégienne au Sahel ont tenu une rencontre intercommunautaire dans la commune de Ménaka. L'objectif est de renforcer les capacités des personnes ressources de la commune et des déplacés internes de la région sur la gestion des ressources naturelles. Mohamed Lamine Maïga et Ibrahim Amini. Financée par l'aide de l'Église norvégienne au Sahel, la rencontre intercommunautaire a regroupé les personnes ressources chargées de la réconciliation de la commune de Ménaka, des déplacés internes de la région, des femmes, des jeunes et des religieux. Nous sommes des éleveurs et les 60% de nos conflits viennent des ressources naturelles. Et c'est comme ça que nous avons choisi le thème pour que vraiment ensemble nous discutons, on ne vous apprend rien. Chacun connaît en réalité ce qui se passe et chacun sait nos valeurs sociétales en ce qui concerne notre mode de vie qui est l'élevage. On a besoin de la cohésion sociale. Il faut que ça soit quelque chose ancré dans l'esprit de tout un chacun de nous et y travailler. Le thème phare de cette rencontre est la gestion des ressources naturelles. Les participants sont ainsi outillés pour bien mener les actions de cohésion sociale. Maintenir à travers l'ensemble du pays, de la région et des communes, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Je demanderai aux participants de garder en tête un certain nombre de règles. La première, c'est donner et accepter le pardon. La deuxième, c'est toujours savoir qu'un mauvais jugement, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon jugement. Le représentant du département de la réconciliation s'est réjoui de cette rencontre à l'intention de l'équipe des personnes ressources de la commune de Ménaka et des déplacés internes de la région. L'initiative de la formation sur la gestion des ressources naturelles a été appréciée par tous les participants au regard de la coupe abusive des arbres dans la région. Célébration au campus de l'IPR-IFRA de Katibougou du 11e anniversaire de l'Empire tchétchénie de cette école. Un moment de retrouvailles entre les membres de ce regroupement pour échanger sur les difficultés auxquelles font face les étudiants de l'IPR-IFRA de Katibougou.
Le parrain de l'édition 2023 est Dr Amadou Maïga, membre du Conseil national de transition et membre fondateur de l'Empire Tchétchénie. Compte rendu Djemba Moussa Konaté. 2012-2023, cela fait 11 ans que l'Empire Tchétchénie de l'IPR-IFRA de Katibougou a été créé. L'objectif principal est de favoriser le dialogue et l'entraide entre les étudiants sans distinction de race ni de sexe. La célébration de ce 11e anniversaire de la grande famille Tchétchénie est un moment de retrouvailles et de distraction. Une rencontre au cours de laquelle les étudiants échangent entre eux pour mieux réussir la nouvelle année. D'où le thème « Lien entre l'agro-silvopastoral et le développement du Mali ». Le fait qu'on s'est réunis, maintenant on a donné un nom à ce regroupement, d'où le nom de Tchétchénie. Donc, en plus, on fait quelques activités au sein même du campus. Après avoir reconnu les mérites de l'IPR-IFRA de Katibougou dans le domaine de la formation et du développement, le parrain de ce 11e anniversaire de l'Empire Tchétchénie a invité les étudiants à être rigoureux, disciplinés et à travailler dur pour contribuer au développement de notre pays. En quoi faisant nous pouvons aider notre pays? D'abord en commençant par la matière grise, l'intelligentsia. Et cela passe par quoi? Cela passe par l'école. Et quel type d'école? Une école qui forme, une école qui aide au développement. Et quel est l'exemple qui montre mieux le développement? C'est l'IPR-IFRA de Katibougou. La soirée a été riche en prestations musicales et en danse chorégraphique. Ici, à Bamako, le Fonds d'appui aux moteurs du changement finance la formation de 10 jeunes Maliens en création audiovisuelle à travers l'association Kiro et Kourafilm. La synergie Kiro et Kourafilm entend apporter ainsi sa contribution à l'instauration d'une paix durable au Mali. Reportage Youssouf Diakité. Si nous voulons changer le monde, nous devons changer son fonctionnement. Voilà en substance l'objectif de l'association Kiro qui lance ici, en collaboration avec Kourafilm, la formation de 10 jeunes en audiovisuel sur financement du fonds d'appui aux moteurs de changement FAMOC. Ces 10 jeunes sont sélectionnés sur la base de plus de 450 dossiers de candidature. Au nom de tous les bénéficiaires de la bourse FAMOC Fellowship, nous sommes honorés d'avoir été sélectionnés parmi plus de 400 candidatures et d'avoir passé avec succès les différentes étapes de sélection pour être ici aujourd'hui. Nous venons des différentes régions du Mali. Si je dois aujourd'hui vous demander, au Mali, vous pouvez dire quel est le secteur qui fonctionne sans embûche? La réponse sera très très compliquée. Et qu'est-ce qui fait ça? Le problème, il est unique, c'est la société. Souvent, nous avons des projets, mais nous n'avons pas les moyens. À travers ces financements, les fonds d'appui aux moteurs de changement apportent son soutien au combat pour la cohésion sociale, l'instauration de la paix et du vivre ensemble. Le FAMOC, depuis son démarrage en 2018, c'est 6 appels à proposition de projets jusqu'à aujourd'hui. Nous avons recruté 103 bénéficiaires à peu près et nous avons dépensé, disons, 8 à 9 milliards de francs CFA pour ces organisations et ces bénéficiaires. Aujourd'hui, nous sommes tous interpellés à se poser des questions. Qu'est-ce que nous avons fait pour que ce Mali change? Votre projet et notre projet rentrent dans le cadre des principes édictés par le président de la transition. L'association Kiro, Kourafilm et le fonds d'appui aux moteurs de changement entendent multiplier des initiatives du genre pour un changement durable au Mali. L'Association d'action de paix et de développement communautaire enclenche des activités de salubrité dans la capitale le 17 septembre prochain, intitulée Initiative Coup de balai. Cette initiative bénéficie de l'accompagnement des autorités et d'organisations de la société civile œuvrant pour la protection de l'environnement. Reportage Noufrom Sissoko. L'APADEC, Association d'action de paix et de développement communautaire,
est en passe d'engager des actions d'envergure contre l'insalubrité qui prévaut dans le district de Bamako. L'association et ses partenaires étaient devant la presse ce week-end pour dévoiler le projet de salubrité intitulé « Initiative Coup de balai » dont les activités débuteront le 17 septembre prochain au lendemain de la célébration de la Journée mondiale du nettoyage. Les 6 communes du district sont concernées par le projet. Les activités prévues dans le cadre de la mise en œuvre de cette initiative comprennent une formation des jeunes volontaires sur les bonnes pratiques pour promouvoir la salubrité et l'initiation au recyclage des déchets, la création d'un mur écologique qui sera peint par des artistes plasticiens maliens, ainsi qu'une caravane zéro déchet dans la ville de Bamako. Nous organiserons également un jeu concours du meilleur slogan de sensibilisation de la population bamakoise sur l'importance de la propreté et la gestion des déchets. Au-delà des activités de nettoyage, l'initiative Coup de balai vise à également mener des actions de sensibilisation de la population pour un changement de comportement en matière de gestion des déchets, a encouragé le président de l'APADEC. Nous sommes donc persuadés que la sensibilisation est le premier pas vers le changement. Et nous sommes convaincus que cette initiative aura un impact positif sur notre population. En ralliant donc la population bamakoise à notre cause, nous œuvrons pour une ville de Bamako plus propre, plus saine et plus agréable à vivre pour tous. L'APADEC en appelle à l'unité et à la mobilisation autour de l'initiative Coup de balai pour assainir la capitale afin qu'elle retrouve sa renommée de ville coquette. Le paysage politique malien s'agrandit. Un nouveau parti vient de voir le jour. Il s'agit de l'Amicale des Patriotes pour la démocratie et l'égalité des chances, APEDEC, une plateforme politique composée de 5 associations et 5 partis politiques. Le parti vise non seulement à conjuguer ses efforts avec les autorités pour une transition réussie, mais également contribuer au renforcement de la paix au Mali. Bokari Koulibaly et Idrissa Traoré pour le compte-rendu. Cette signature entre partis politiques, associations et mouvements marque la naissance de l'APEDEC. Entendez-la, l'Amicale des Patriotes pour la démocratie et l'égalité des chances. Une nouvelle plateforme politique de soutien aux idéaux des autorités de la transition. Elle entend ainsi jouer sa partition dans la gestion du pays. L'APEDEC, comme tout de suite on vient de dire, sa vision c'est d'abord rassembler au moins le maximum de partis politiques et associations politiques, et pour y faire face au moins à la conquête du pouvoir au niveau de ce pays. En plus de la conquête du pouvoir, les partis envisagent aussi de s'impliquer dans la recherche de la paix au Mali. Quand nous allons venir, d'abord la réconciliation autour de cette transition que nous sommes en train de faire avec les forces de changement, parce que nous sommes dans un regroupement fort de changement, et maintenant pour travailler ensemble, au moins c'est pour la réconciliation, pour bâtir au moins ce pays-là avant les élections. Les militants sortis massivement pour la circonstance ont réaffirmé leur engagement sans faille aux côtés des responsables de l'APEDEC. C'est là pour un Mali nouveau basé sur l'égalité des chances, l'unité et la réconciliation. L'Amicale des femmes de l'ERTM AFO, en collaboration avec d'autres associations féminines, vient de tenir une conférence de base sur le thème « Le rôle des femmes de l'ERTM dans le renforcement de la paix et de la cohésion sociale ». L'initiative s'inscrit dans le cadre de la célébration du 31 juillet, journée panafricaine des femmes. Mariam Koulibaly. Communicatrices qu'elles sont, les femmes de l'ORTM jouent un rôle très important dans le processus de la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. C'est ce qui justifie la présente conférence débat qui entend mettre en lumière le rôle qui est le leur. Cette conférence, nous la tenons dans le cadre du 31 juillet, journée panafricaine des femmes. L'objectif recherché, c'est de contribuer à consolider et à renforcer la paix, la sécurité, la cohésion sociale, la réconciliation dans un Mali uni et prospère. La conférencière, non moins marraine de l'événement, se réjouit du choix porté sur le thème « Le rôle des femmes de l'ORTM dans le renforcement de la paix et de la cohésion sociale ». Elle invite les femmes de l'ORTM à plus d'engagement et de professionnalisme. Je pense que les femmes de l'ORTM ont un très grand rôle à jouer dans l'assise d'une paix durable dans notre pays et également dans la réconciliation des cœurs et des esprits. La rencontre regroupant plusieurs associations féminines a permis d'aborder plusieurs autres thématiques en lien avec le développement
de la femme. Parlons santé. C'est une graisse tout à fait naturelle et indispensable à notre organisme. Il s'agit du cholestérol. Mais attention, il y a le bon cholestérol et le mauvais cholestérol. Et l'excès du mauvais cholestérol peut être dangereux et représente un facteur de risque de maladies cardiovasculaires. Quelle est la différence entre le bon et le mauvais cholestérol? Est-ce qu'un régime alimentaire suffit à rétablir les choses? Réponse dans Focus Santé, une réalisation de Baraki Sawatara et Tayeb Adjaouyakoui. On l'a très souvent pointé du doigt et rendu responsable de nombreux maux. Pourtant, le cholestérol a un rôle essentiel à jouer au sein de notre organisme. D'ailleurs, son origine est endogène, c'est-à-dire qu'une grande partie est produite par notre organisme, principalement par le foie. Le cholestérol est indispensable pour la formation des hormones sexuelles. La testostérone est fabriquée à partir du cholestérol au sein de l'organisme. Il y a la progestérone et l'estrogène également qui est fabriquée à partir du cholestérol pour les ovaires. Il faut savoir aussi que le cholestérol est important dans la formation de certaines cellules chez le fœtus. Mais dit-on, l'excès de toute chose est nuisible et le cholestérol ne fait pas exception. Le cholestérol qui est dit le mauvais cholestérol, qui est le LDL cholestérol, qu'on appelle le low density cholestérol, qui est le cholestérol de faible densité. Donc, ce transporteur à travers les lipoprotéines arrive au niveau de la paroi des vaisseaux. Il est déposé et il n'est pas ramené au niveau du foie. Donc, c'est lui qui constitue le danger pour les artères et qui va les boucher, d'où la conséquence des complications cardiovasculaires. Les diabétiques, les hypertendus courent le risque de voir leur taux de cholestérol s'élever. Les personnes en surpoids, les femmes ménopausées ainsi que les personnes ayant des antécédents familiaux de maladies cardiovasculaires doivent se faire dépister avant qu'il n'y ait d'autres maladies associées. Le cholestérol ne constitue pas les facteurs de risque cardiovasculaire. C'est lorsqu'il est accompagné d'autres maladies telles qu'on a dit le diabète, les antécédents les maladies cardiovasculaires, l'hypothyroïdie ou l'insuffisance rénale ou l'hypertension artérielle ou l'obésité. Donc ces facteurs associés au taux de cholestérol impliquent qu'il faut apporter un traitement. La prise en charge dépend donc de la personne et des facteurs de risque cardiovasculaire. D'abord, pour les gens qui n'ont pas de facteurs de risque cardiovasculaire et qui ont le taux de LDL cholestérol uniquement élevé, ils n'ont pas besoin de traitement médical. Le régime plus l'exercice physique pourra les ramener à la normale. Mais une fois que ce taux est élevé et que vous avez des facteurs de risque cardiovasculaire, l'objectif diffère selon que vous soyez un patient à très haut risque cardiovasculaire, à haut risque cardiovasculaire ou à risque cardiovasculaire très faible. Puisque c'est le bon cholestérol qui régule le mauvais, il est important de s'assurer que tous les deux soient présents, mais dans les normes recommandées. Voilà, c'est ainsi que se referme cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci à tous et prenez soin de vous. À demain 20h, Inch'Allah.